puisque nous avons fait venir des auteurs connus et moins connus, et que vous avez tous les ans accepté de venir nous retrouver sur ce petit salon du livre pour cette 22e année. Thème de livres sur de biographies sur les chanteurs français et le cinéma, les acteurs de cinéma français. Voilà, donc merci à tous d'avoir répondu à notre demande, particulièrement à tous les sponsors de Navarinx, qui nous ont tous reçus très gentiment et ont accepté de donner un petit coup de main financier pour que ce salon puisse s'organiser comme il est organisé aujourd'hui. Ce soir, il va y avoir aussi la remise des prix. Merci également à qui? Attendez, Nathalie, qu'est-ce que j'ai oublié? À Madame Le, bien sûr. Et ça, c'était au final. Bon. Bon, alors, je vais dire merci Madame le maire, Madame la maire, Madame Barthes, maire de Navarinx, et à qui je vais demander de venir nous rejoindre évidemment. Et merci à Jean Boncourt, le maire honoraire de Navarinx, sans qui ce salon n'aurait jamais vu le jour. Voilà, donc je vais vous demander à tous les deux de venir nous rejoindre, si vous voulez bien, parce que je vais vous demander de dire un petit mot ensuite. Voilà. Alors ensuite, nous avons maintenant un comité. L'année dernière, on n'a pas pu faire le prix du salon, le prix du salon de Navarinx, le prix des remparts, parce que il y a une personne qui a quitté Navarinx, et donc il y avait deux personnes qui n'étaient plus là pour la sélection du prix des remparts. Donc nous avons cette année trois personnes qui se sont occupées du prix des remparts, qui vont ensuite vous présenter le prix des remparts et vous donner les nominés. Je voudrais demander à Frédéric Guinénoro, que je vois là-bas au fond, qui est le parrain du salon du livre de cette année. Provençal, où j'ai reçu, je ne sais plus Provençal. C'est Benoît, oh là là, quelle erreur. Et qui est venu spécialement de Montpellier. Non, de Nîmes. Non, je le savais, non. Je crois que d'Alès. Ah, c'est de Marseille. Oui, je suis plus près d'Alès que de Nîmes. Donc il est venu gentiment nous rejoindre sur ce salon. C'est lui qui a écrit une trentaine de biographies. Qu'est-ce qu'il y a déjà, je sais plus. De chanteurs français, surtout. Alors Julien Clerc? Non. Tu l'as encore fait celui-là? Alors Jean-Jacques Goldman, c'est bien quand même, non? C'est pour moi. Ah. Bon. Oui. Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Sophie Marceau, Bruel, Annie, d'autres, Julien Doré et Pacten. C'est formidable. Et alors, vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur? Il me dit au téléphone, enfin c'était pas au téléphone, je sais plus, il me dit, mais tiens, j'ai peut-être une idée, on va faire venir quelqu'un si tu veux. Mon garde du corps. Et j'ai dit, bon. J'ai dit, mais si, tu sais, nous à Navarinx, on a des petits budgets, s'ils ne prend pas de cachet, ça va très bien. Il dit, oh, je pense qu'on va s'arranger. Et donc il a appelé Roussel, et voilà. Le garde du corps de Johnny Hallyday. C'était le garde du corps et le chauffeur de Johnny Hallyday. Son corps, oui. Ça existe, ça? Voilà pourquoi je n'en ai pas dit. Alors, bien, alors je ne vais pas vous embêter avec mes élucubrations à la cabule, et je vais laisser parler les autorités compétentes qui savent s'exprimer, parce que moi c'est pas terrible. Madame Barthes, je ne me suis pas trompé cette année. Ah, j'ai fait un gros effort. Je vous ai vu passer là comme une fusée avec les officiels, vous n'êtes même pas arrêté pour dire bonjour.
mais je vous passe quand même le micro. Vous m'avez pas vu? C'est ça, oui. Ah non, vous avez dit bonjour à mon fils. Je peux vous demander, si vous voulez bien, parler un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu au long du livre à la Varence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir donc à la mairie de Navarrenx pour ce nouveau salon du livre. Alors j'entendais que tu pouvais dire que c'était un petit salon, mais en fait c'est quand même un salon qui est reconnu aujourd'hui départementalement et peut-être même au-delà. Donc c'est pas qu'un petit salon. Voilà. Comment? Ah, c'est par modestie, mais en fait, il faut quand même le dire, que c'est un salon reconnu. C'est vrai que le livre c'est un objet simple, mais en fait, c'est quand même un vecteur important de connaissances et de savoir. À travers le livre, c'est une fenêtre, je trouve, sur le monde qui nous permet en fait de voyager sans bouger, d'apprendre, de s'instruire, de partager, de dialoguer. Donc c'est quand même un objet très très important dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui où quelque part on parle beaucoup d'écran et on est très inquiet pour nos jeunes générations qui sont énormément sur les écrans. C'est vrai qu'on essaye, et avec les écoles et les institutrices, de faire des points lecture. Donc on a des projets peut-être en cours, voilà, pour justement amener les enfants à ouvrir un livre et à lire, parce qu'on peut lire le livre, mais il y a des BD, il y a plein de modes de lecture donc, qui permettent justement aux enfants de s'évader aussi. Donc c'est donner le goût à la lecture aux enfants. Donc tout ça, en fait, on essaye on essaye de travailler là-dessus. Et je suis très contente puisque je viens de discuter avec la librairie de Salis qui a plein de projets, donc des choses pourront peut-être se mettre en place. Donc voilà, en tout cas, écoutez, moi je peux vous souhaiter un très bon salon, déjà aussi remercier les organisateurs, donc le trio, la famille Le Cric et Michel Puaret qui sont des fervents organisateurs de ce salon, donc merci à vous, parce qu'effectivement si vous n'étiez pas là, ce salon n'existerait pas. Donc, et je vous souhaite un très bon salon et un très bon week-end en espérant que le monde sera au rendez-vous, et merci aux parents aussi d'être venus dans notre charmant village. Merci. Merci Madame Barthes. Je voulais souligner aussi que Madame Barthes, que nous connaissons depuis fort longtemps, Jérémy et moi, venait très souvent à la librairie quand on avait des dédicaces, et qu'elle a toujours soutenu le salon du livre. Ce que je disais tout à l'heure, c'était pas très gentil quand même de dire que c'était pas arrêté. Mais c'est faux, je suis un peu chiant dans ma vie. Voilà, c'est comme ça. C'est quelqu'un de formidable. Je vais passer maintenant la parole à l'instigateur, presque. C'est vrai. Jean, bonsoir. Et merci d'être là. Avec plaisir, mon cher Pierre et Jérémy. C'est vrai que ça fait quelques années que nous nous connaissons et que nous avons cheminé ensemble au niveau de la mise en place de ce salon du livre, qui pour Navarrenx c'était une totale nouveauté, donc ça a été créé il y a 22 ans, c'est ça? 22 ans, donc effectivement c'est pas rien. Et c'est vrai que chemin faisant, on a su aussi trouver, je pense, puisqu'on est là ce matin et puis ce soir aussi, on a su trouver le bon positionnement du salon, puisqu'on avait effectivement organisé cela, mais sur des sites, ici sur Navarrenx, mais sur des sites différents, et qui posaient quelques petits problèmes d'organisation et aussi au niveau de la dynamique. Je pense que le fait d'avoir associé l'agriculture et la culture a été une bonne chose. Et la preuve année, c'est que nous sommes ici réunis encore aujourd'hui et que vous avez pu arriver à structurer ce salon qui marque maintenant et qui est connu et reconnu au niveau du département, certes, mais même au-delà.
La preuve en est, c'est qu'il y a des participants qui sont présents et qui vous font confiance, et pour lequel donc, je tiens évidemment à vous remercier tous les deux, mais également le bureau qui compose maintenant l'association, la structure du Salon du Livre. Voilà, et donc très heureux que ça puisse continuer et qu'il y ait une dynamique qui se poursuive. Je crois que c'est important pour toute commune ou toute ville où il peut y avoir une originalité d'organisation de salon. Donc bravo pour votre initiative et puis que ça puisse durer et perdurer fort longtemps. Bien, voilà, merci beaucoup Jean. Je voulais préciser aussi que c'est Jean Bourgoult qui avait eu l'idée du jumelage avec la foire agricole, et on en avait discuté un jour et j'avais été tout de suite assez enthousiaste sur ce projet, et c'est lui qui a mis ça vraiment sur pied, et c'est grâce à lui que depuis 22 ans ce salon existe tel qu'il est, en fait. Bon. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est par rapport aux organisateurs, c'est-à-dire Jérémy Lecric d'abord, qui est président du salon, puisque moi je me suis retiré et je travaille un petit peu sur le salon aussi, mais c'est lui qui a tout fait avec Michel Poiret. Ce sont les deux piliers du salon, il faut le dire. Tout ce que vous avez autour de vous, l'organisation, tout ce qui se passe autour, ce que vous avez là devant, c'est surtout Michel Poiret qui en est le technicien, je dirais vraiment, et sans lui, on n'en serait pas au stade. Il a amélioré, tous les deux, Jérémy et Michel, ont amélioré ce salon au fil des années. Nathalie Dejoie qui s'occupe de tout le travail qui est fait avec les écoles sur le thème qui est choisi tous les ans, et les superbes expositions que vous avez en bas. J'espère que le micro n'est pas trop mauvais parce que ça tonne beaucoup, non? On comprend bien. Bon, enfin bref, voilà. Donc je tenais à dire ceci. Bon, après je vais passer la parole à notre parrain, mais je voudrais faire venir quelqu'un aussi, si ça dérange personne, qui nous a proposé une exposition, d'ailleurs il m'en a même pas parlé, elle est en bas, une exposition de photos assez fabuleuse, qui a été exposée ici pendant presque 6 mois, je ne sais plus, hein, c'est ça, sur les murs de Navarrenx. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Robinet, je crois, il doit être par là, dans la foule. Et j'aurais bien voulu lui demander qu'il vienne nous rejoindre, s'il n'a pas trop le trac. Parce que je sais qu'il est très intimidé, ce garçon. Je suis rien ce Même soir, pas. Tu vas venir. Je vais venir te chercher. Non, mais alors... Tu as été à l'école. Pareil. Tu sais parler. Accessoirement. Tu sais. Bon. C'est surtout faire des images. Merci pour cette superbe exposition qui cadre parfaitement avec notre thème. Hein, Frédéric? Je te laisse parler un petit peu. Merci à madame. Et après, il y aura la remise du prix des remparts. Madame, voulez-vous venir? Voilà. Madame, je vous passerai le micro et ensuite vous pourrez développer sur le prix des remparts. Merci d'avance. J'avais pas prévu de faire un discours, mais pourquoi pas. Je suis ravi d'être ici, de parrainer ce salon. On s'est rencontrés d'abord à Nathalie, qui vient souvent dans les Cévennes, donc est venue à ma rencontre avec Pierre. C'était à Lucent, un petit village cévenol, magnifique, ouais, qui organise un salon assez important tous les ans, et dont voilà, auquel je participais. Pierre m'a demandé si je voulais bien venir à Navarrenx cette année pour parrainer le 22e salon, et j'ai accepté parce que c'est important de faire vivre le livre, surtout en ce moment. On vit une époque très difficile où le livre n'est pas, hélas, à la portée de tout le monde. Et je pense que c'est notre mission à tous ceux qui le peuvent,
d'organiser les salons pour faire vivre le livre et le mettre à la disposition, à la portée de tout le monde. Voilà, donc chaque fois qu'on m'appelle, à mon petit niveau, je fais. Alors voilà. Le thème, c'est le thème qui colle bien avec ce qu'a l'expo fait Olivier. Le thème, c'est c'est quoi, portrait, biographie, c'est là, et portrait, donc lui qui est photographe, qui fait des portraits, moi qui fais des biographies, c'est une autre forme de portrait, et les deux se joignent. Je fais des livres avec plein de photos aussi, donc les deux se joignent, et puis quoi? Il va y avoir droit. Oui. Et attends, parce que il faut que le photographe parle. Attends, parce qu'il m'avait fait le coup une année. Une année, j'ai fait Parole et musique, il y a 7, 8, 10 ans, je ne sais plus, et il m'a fait une expo. Ah, c'est pas vrai? Oui. Il m'a fait une expo comme ça, pareil. Oui. Tous les Kakémolo, des photos qu'il avait fait pendant 20 ans. De transhumance dans un petit village à Des côté. transhumances de l'Ars. Un village principauté, truc à côté. Oui, d'accord. Mais c'était magnifique. Merci Pierre. Toutes les stars qui étaient venues chanter à l'As, aux transhumances de l'As, c'est lui qui a fait les photos. Et on a eu l'exposition avec Muriel qui était venue, Cléa Ventura, la fille de Lino Ventura, l'actrice, et Jean-Jacques Astruc, qui était venu pour son livre sur Bob Dylan, qui s'appelle Bob Dylan et moi, et qui était tombé en grade lui aussi à Bordeaux. Il a fallu aller chercher en voiture à Bordeaux. Parce que lui aussi, il a eu des problèmes avec ses transports. Enfin, ouais. Voilà. Pour finir, je parlais pas tout à l'heure de défendre le livre. Je défends le livre et je défends aussi la chanson, puisque j'écris sur des chanteurs, je fais des biographies de chanteurs. Et la chanson, tout comme le livre, la chanson c'est devenu une niche. Et on se demande si la chanson française aussi n'est pas en perdition, tout comme le livre. Donc c'est bien de militer pour le livre et pour la sauvegarde de la chanson française aussi. Voilà. C'est mon rôle. Bon, on passe au prix des remparts de Navarinx. Je vais vous laisser la parole. Je vous laisse un petit peu expliquer comment s'est fait la sélection, comment vous avez travaillé et pourquoi. Voilà, merci. Alors, cette année, comme vous le savez, l'association Terre de Livres a renoué avec l'attribution du prix littéraire, le prix des remparts. C'est avec plaisir et intérêt que nous avons reçu les ouvrages d'une vingtaine d'auteurs, dont certains sont ici présents, tous de qualité, mais il a bien fallu faire un choix. Et cette année, le premier prix a été attribué à Annie Olasabal pour son ouvrage Le Passeur, publié aux éditions Saint-Hilaire. Donc, si vous demandez voilà. Donc, je vais appeler les autres lauréats, si vous voulez bien, et puis après, on parlera plus précisément de votre ouvrage et des deux autres lauréats, puisque nous avons attribué également deux autres prix ex aequo. Voilà. Nous ne les avons pas distingués l'un de l'autre, bien qu'ils soient tout à fait différents dans l'écriture et le choix du thème. Je vais citer tout d'abord l'ouvrage Boire et manger à l'époque des Bastides, publié en coédition entre l'association Bastide 64 et le CHAF, sous la direction de Jean-Paul Valois, ici présent, de Bastide 64, qui va aussi nous rejoindre. Et oui, excusez-moi, monsieur Bonton est également le président. Oui, mais tu fais bien, je te remercie. Et je vous prie de m'en excuser. Non, c'est moi qui m'excuse. On ne peut pas être infaillible. Je peux continuer?
Je vous en prie, madame. C'est ma Et donc, compagne. l'autre ouvrage, donc, ex aequo, porte le titre L'essence ordinaire. Il a été écrit par Thomas Ponté et publié aux éditions Astor-Bella. Voilà. Donc, et je vais commencer donc, par vous présenter l'ouvrage d'Annie Olazábal. C'est un très beau livre avec le portrait tout en pudeur de Michel Olazábal, votre père, qui est un héros de Londres durant la Deuxième Guerre et qui, au risque de sa vie et de celle de sa famille, il ne faut pas l'oublier aussi, notamment de sa femme, qui a quand même aussi joué un rôle malgré tout, donc fit passer sur les chemins de la liberté 953 personnes fuyant le régime nazi. C'est aussi un héros du silence, puisque vous n'avez appris son engagement qu'à sa mort, ou un peu après du moins. C'est avec des mots simples, mais très émouvants et souvent poignants, que vous relatez votre quête de la vérité et votre enquête pour retrouver les derniers témoins et témoignages de l'action de votre père, injustement accusé par ailleurs de trahison malgré son engagement désintéressé. C'est ainsi qu'au fil du texte, on découvre les valeurs essentielles qui ont guidé Michel Olazábal: l'humanité, la fraternité, la solidarité, la résistance contre l'ennemi et le mal. Valeurs qui restent d'actualité et que nous devons tous garder en tête et en mémoire. Voilà, donc je vais laisser la parole à Annie Olazábal pour qu'elle puisse peut-être apporter quelques précisions sur sa façon d'écrire et d'apporter des éclaircissements sur cette période. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, j'ai été à la recherche de Michel le pasteur, parce que je ne connaissais que papa. Mais ce papa-là, je ne savais pas qu'il était et résistant et pasteur. Un an après son décès, nous découvrons en famille 2 pages sur le journal Sud-Ouest. Il n'y a pas d'erreur, c'est ses photos, il est nommé. C'est une résistante qui raconte sa vie de résistante et qui parle de trois pasteurs avec basques, 3 frères basques, et puis Michel Olazábal. Nous découvrons ça avec mes frères et sœurs. Je suis la 3e de 11 enfants. Et ma mère étant vivante, nous cherchons à la questionner. Il faut dire que sur cet article, la dernière phrase est assez surprenante parce qu'elle dit « Il se souviendra longtemps de sa dernière randonnée la plus cruelle ». Ce mot « cruel », on a besoin de comprendre. Est-ce que c'est ce mot « cruel » qui a mis la chape de plomb sur son histoire? On ne sait pas. Notre mère étant vivante, nous la questionnons et elle dit « Oh, mais c'était pendant la guerre ça, oh, mais c'est tout ça, qu'est-ce que vous allez chercher? Allez, arrêtez de parler de ça. » En définitive, on y va un peu plus fort, on veut la faire parler et c'est là qu'elle pleure. Nous n'allons pas la rendre malade et en famille, nous allons chercher de quoi il s'agit. Que veut dire cruel? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne sait rien? Et nous avons été à la recherche de témoins de l'époque, parce que ça ne fait que 40 ans que ces histoires se sont passées, et évidemment, on a trouvé, en passant par Radio Oloron, en passant par La République, par Sud-Ouest, et puis en lançant des avis de recherche sur les journaux de déportés, d'anciens combattants, qui sont balancés dans toute la France.
Et ça a été la meilleure idée qu'on a eue, parce que là, c'est la merveille. On est en 83, pas d'internet, on ne téléphone pas comme maintenant, je dis souvent, on n'a pas le 6e doigt smartphone au bout de la main, et on écrit en 83. Et il nous raconte, tous ces gens, du Nord, de la Bretagne, de la Côte d'Azur, je suis passé tel jour, nous avions rendez-vous à tel endroit, nous nous sommes arrêtés, c'est telle personne qui nous a cachés, nous avons mis 3 nuits de marche de 8 à 10 heures, et c'est comme ça que nous allons avancer, nous allons recueillir ces témoignages. Il est vrai qu'à cette période, on comprend qu'il y a eu l'affaire de Barcus, que peut-être vous avez entendu parler. En 1943, un des groupes de mon père a été pris. Et nous allons sur Barcus avec une de mes sœurs. Je suis un petit peu menteuse. Je me fais passer pour une journaliste avec un appareil à cassette sur l'épaule et on va faire parler les gens. Et je dis, je suis journaliste à la République. Alors bien sûr, il y a prescription, c'est pour ça que je peux le dire maintenant. Donc là, les gens me parlent. Pourquoi je me suis fait passer pour une journaliste? Parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver. J'aurais pu trouver quelque chose de terrible. J'aurais pu trouver preuve de trahison de mon père. Et ce ne fut pas le cas. Et petit à petit, on a avancé. Et ma mère, quand elle découvre, quand on lui met les preuves, les témoignages devant les yeux, ma mère dit « Oui, mais moi, je n'étais pas résistante. Je ne faisais que des faux papiers. » Voilà, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je crois que mon livre explique quand même pas mal. Et je tenais, pourquoi j'ai fait ce livre? C'est parce que par les temps qui courent, je trouve que plus que jamais, on doit recueillir cette mémoire et faire parler ces hommes. Ce sont des hommes comme mon père, mais ils n'étaient pas les seuls. Comme mon père, des êtres d'exception que la mémoire a oubliés dans les plis de... voilà, dans les plis de l'histoire. Et puis, je tenais vraiment, je voulais parler de ces hommes. Vous dire juste que, oui, j'ai été à la recherche de Michel le Passeur, mon père, entre guillemets. Mais celui-là, je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais le papa. Et en définitive, en allant à la recherche de cet homme-là, je rencontre tous les autres. Et je suis tellement, tellement heureuse de les avoir fait vivre. Merci beaucoup. Je présente ce livre avec donc, la photo de Michel Boulassabat. Et vous pouvez le trouver donc, sur le stand du moment de l'ouvrier d'ailleurs. Nous remercions aussi d'être présent. Et donc, vous le trouverez, vous le trouvez depuis ce matin sur ce stand. Voilà. Et c'est avec plaisir que nous remettons à Madame Boulassabat, excusez-moi, un prix, voilà, un diplôme de prix des remparts. Voilà, votre premier prix, accompagné ainsi que alors je vais commencer par le bordereau qui va vous permettre de certifier en quelque sorte que vous avez reçu ce prix et qui est gracieusement offert par gracieusement offert par l'imprimerie ICN d'Orthez, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nos sponsors. Voilà. Donc vous pourrez et pour terminer ces petites gourmandises, on va dire, que nous avons le plaisir de vous offrir. Merci à vous.
Merci, merci Navarrenx, merci à tous. Voilà. Et donc maintenant nous allons bien peut-être appeler Monsieur Jean-Paul Lanois, voilà, donc ici présent, pour présenter son livre Boire et manger dans les Bastides. Et c'est donc Monsieur Lanois a reçu avec son équipe, parce que c'est un livre collectif qui a été publié aux éditions Bastide 64 et Cercle historique de la Ribère. Donc, ouvrage historique et collectif dont le titre est Boire et manger à l'époque des Bastides. Et d'ailleurs, il y a une exposition au rez-de-chaussée qui retrace les différents chapitres du livre. En fait, le livre que vous avez coordonné comporte 7 articles autour du thème central de l'alimentation au Moyen-Âge, de la production des aliments dans les jardins des Bastides à leur commercialisation sur les marchés locaux, de l'évolution des vignobles à la représentation des mets dans l'enluminure gothique. Vous vous reconnaîtrez sur la couverture du livre, vous avez là, voilà, donc le livre est là. Un détail du port de la cathédrale de Laurent-Sainte-Marie où un homme mange un poisson. Oui. Donc, cet ouvrage a retenu l'attention du jury de par la qualité des recherches menées sur un thème qui nous parle à tous. Dans le Béarn, qui est une région connue pour sa gastronomie, et on apprend beaucoup dans votre ouvrage. Et on aurait presque envie de se mettre à table avec les auteurs. Là, je vous donne la parole si vous voulez ajouter quelque chose, M. Lanois. Je remercie beaucoup toute l'équipe du Salon du Livre de Navarrenx, et en particulier le jury qui nous honore de cette distinction. Comme vous l'avez souligné, c'est un ouvrage collectif. Je n'ai écrit que 2 pages dans ce livre. Bien sûr, j'assume totalement le travail de coordination avec les auteurs, etc., pour veiller à ce que ça reste dans un esprit grand public. Au-delà de ma personne, c'est toute l'équipe des Bastides. Alors, effectivement, le thème est boire et manger au Moyen-Âge, comme on l'entend couramment. Mais le titre n'est pas Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que le Moyen-Âge, ça commence dans les années 500, ça finit en 1500. Or, nous nous sommes concentrés sur ce qu'on appelle habituellement, nous, le Moyen-Âge, la période des châteaux forts, qui est également la période des Bastides, pour laquelle le président Jean Beaucourt, président de Bastide 64, a engagé une grande partie de son activité depuis 20 ans à valoriser le patrimoine. Et en particulier pour ce livre, c'est toute l'équipe de la commission histoire de la Fédération des Bastides d'Aquitaine, dont il se trouve que Jean Beaucourt est également président depuis une dizaine d'années que cette fédération existe. Et c'est donc toute cette équipe qui a conçu le forum de Namazan avec une journée de conférences dont est issu ce livre par dialogue avec les auteurs. Et l'exposition que vous avez en bas, et à toute une petite histoire également, la volonté était de dire pour le grand public qu'il faut introduire le sujet, donner des notions de base, apporter des réflexions au quotidien. Et l'idée était de dire on fait l'exposition. Et là aussi, nous remercions Bastide 64 d'avoir fait une deuxième édition de cette exposition de façon à ce qu'elle circule à la fois dans le département 47, 24, 33, etc. et à la fois dans le département 64. Et je voyais encore cet après-midi les réactions du public qui sont très intéressés par ces détails. Alors, le livre s'inscrit parfaitement dans ce que disait Madame le maire tout à l'heure. C'est un livre de connaissances, c'est un beau challenge pour nous et une belle récompense de toute l'équipe d'arriver à éveiller votre attention à égalité avec les témoignages aussi poignants que nous venons d'entendre. Nous n'avons pas ce caractère poignant, mais quelque part, quand vous lèverez votre verre tout à l'heure,
en disant à la santé, tiens, d'où vient ce geste? Quand au quotidien, comme nous l'avons évoqué dans la conférence le 13 décembre à Navarins, vous direz à vos enfants, aux petits-enfants, les couteaux ça se met à droite, la fourchette ça se met à gauche. Tout cela n'est pas tombé au hasard, tout cela est redevable à une certaine étiquette mise en place par les rois, le pape et toute l'architecture de cour qui s'est mise en place effectivement à l'époque des Bastides, les Bastides elles-mêmes étant le reflet d'une volonté des rois et des princes de réorganiser la vie quotidienne, de réorganiser le territoire. C'est tout cela qui est passionnant derrière et qui nous éclaire complètement sur notre quotidien, qui incite à réfléchir, à mettre les faits en relation avec les uns, avec les autres, y compris les simples faits du quotidien qui prennent tout d'un coup un éclairage, une dimension. Quand on mange du poisson, quand on visite des régions humides aujourd'hui en France, eh bien tout cela aussi est un reflet de ce que nos ancêtres ont mis comme technique au profit du simple boire et manger. Donc merci à tous de votre intérêt, merci à toute l'équipe Bastide 64 et particulièrement bien sûr à la commission Histoire qui a vraiment généré ce travail, et merci à tous, au jury, pour nous aider à propager ces idées, à faire vivre non seulement l'idée des Bastides, mais comment on vivait exactement au temps des Bastides, qui est à la fois différente quand on met aujourd'hui un grand renfort de publicité, repas médiéval, c'est pas toujours si médiéval que ça, mais peut-être qu'à l'inverse, tel ou tel geste quotidien nous rapproche beaucoup d'un Moyen-Âge qui n'est pas si loin que cela. Merci à tous. Alors, j'en ai manqué au XXIe siècle pour vous évoquer de mes félicitations. Et donc, il s'agit maintenant du deuxième livre ayant le deuxième prix ex-aequo. Il s'agit donc de Thomas Porté, qui a écrit un livre à l'écriture atypique, caustique, très acerbe, violente comme la vie, avidement cherchée par tous les personnages qui entourent le narrateur, lui-même déchiré, laminé, plein de rage à l'égard des autres, de la société et avant tout de lui-même, écorché vif, qui ne mâche pas ses mots et qui exhale avec rancœur, mais très grande dérision, sa solitude et son incapacité à mener à bien ce qu'il entreprend dans l'écriture, par exemple, où le héros cherche vainement à publier, clin d'œil en quelque sorte, une BD intitulée « L'essence ordinaire ». Et donc dans l'écriture, mais aussi dans la musique, mais aussi dans sa relation aux autres et à l'amour, omniprésent sous toutes ses formes dans le livre, cherché, reconnu, repoussé, mais têtu. Voilà. Alors je vais passer le micro à Thomas pour que peut-être voilà, lui-même parle de son ouvrage. Bon, merci. Là, je voyais rire parce que du coup, j'ai des flashs de ce que j'ai commis. Donc, moi, je vais bien par rapport à mon personnage. C'est une espèce de. Il y a des gens, des fois, qui aiment bien fantasmer leur vie, s'inventer des trucs. Moi, j'ai fantasmé quelque part la vie que je ne voudrais pas avoir, finalement, une espèce de double maudit dont je ne veux pas du tout. Donc, j'ai justement exacerbé tous les petits trucs de la vie à la con. Qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas envie ou qu'on a envie de vivre, mais qui finalement se retourne contre nous. Donc ce bouquin-là, c'est un tome 2. Donc le premier tome s'appelait Essence ordinaire. J'ai appelé L'essence ordinaire parce que c'est la suite. Le gars, l'auteur, le personnage principal, qui est aussi le narrateur, est de plus en plus énervé parce que la vie est
c'est comme tout le monde, il y a toujours des petits trucs qui nous enquiquinent. Et voilà, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc ouais, j'aime pas trop les micros, j'aime pas trop parler devant des gens non plus. Et voilà, ouais. Tu ris? Et tu vas venir au bureau, hein. Tu vas venir parler à ça, là. J'ai perdu le fil. Mais toi, t'as pas peur. Voilà, oui, voilà, c'était sur la télévision. Voilà. Un personnage qui est très acerbe, qui critique énormément la vie, qui se critique lui-même et qui pète vachement les câbles. Donc voilà, c'était aussi un style d'écriture, donc vous m'avez dit ça tout à l'heure, qui ne plaît pas forcément à tout le monde parce que c'est très cru, donc du coup c'est assez réaliste. Et voilà, c'est une façon de rendre à la vie ce qu'elle nous met des fois dans les dents, que ce soit grave ou pas grave d'ailleurs. Mais des fois on peut s'énerver pour un petit truc à la con. Moi j'ai plus ma place de parking, des trucs, voilà. C'est ça, c'est la vie ordinaire de quelqu'un. C'est quelque chose qui m'a amusé. Je suis très content et très flatté que ça ait plu au jury. Ça me fait, je trouve ça hallucinant. Justement à cause du style qui est hyper rappeux, qui peut rebuter énormément de gens, qui est très scatologique. Moi, c'est mon délire, je suis resté un grand gamin. J'aime bien quand ça tapote, j'aime bien quand les gens me font ah quand je sors une blague. Et c'est ça mon truc. Donc voilà, le fait d'avoir été retenu pour ça, c'est. Ce matin, je me suis levé en me disant allez, un petit salon, machin, ça va être sympa, on va boire 2-3 bières avec les copains sur le stand. Et là, c'est la grosse surprise. Donc merci beaucoup. Et voilà, je vais abréger parce que de toute façon. Il y a mieux qui attend. Voilà. Merci.